Donc là, le sujet, c'était les archives entre instruments d'oppression et outils de guérison des traumatismes. Pendant longtemps, donc, les archives ont été considérées comme l'arsenal de l'administration avant de devenir le grenier de l'histoire. Archiver était alors un acte éminemment politique. Il consiste à classer, à mettre en mémoire pour l'avenir des décisions ayant potentiellement le pouvoir créateur de droits ou d'obligations. Aujourd'hui, les archives débordent le cercle des préoccupations historiennes et deviennent ainsi un enjeu aux problématiques diverses et parfois inattendues. Les usages et les mésusages contemporains des archives sont devenus une substance hallucinogène et parfois inflammable pour certains, mais aussi un instrument de catharsis sociale pour d'autres. Donc les propos de M. Pam se donnent l'ambition d'analyser l'usage de la mémoire et des archives par les commissions Vérité, Justice et Réconciliation dans les projets de pacification des esprits pour structurer la mémoire de la violence et guérir les sociétés des traumatismes du passé, en s'appuyant sur le souvenir et parfois sur l'oubli. En 2015, il existait plus de 68 commissions dans le monde. Les commissions d'Afrique du Sud, du Chili et du Rwanda sont les plus connues. Or, aider des sociétés déchirées par la guerre à rétablir l'état de droit et à réparer les exactions massives commises dans le passé, alors même que les institutions sont dévastées, les ressources épuisées, la sécurité compromise et la population traumatisée et divisée, est une tâche difficilement surmontable. Quelques succès sont cependant à remarquer. Les exemples de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation du Togo et de quelques pays africains nous servent de grille d'analyse des politiques mémorielles dans les processus de réconciliation et de transition vers des sociétés plus démocratiques. Notre réflexion interroge, à travers notre expérience d'archiviste et d'historien au sein de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation du Togo, les usages et les mésusages possibles des archives et de la mémoire dans les processus de transition démocratique entre la tentation des politiques d'amnésie ou de célébration mémorielle. Il fait écho aux travaux de Paul Ricoeur sur la mémoire, l'histoire et l'oubli, qui présente la mémoire en tant que telle, l'histoire en tant que science humaine, et l'oubli comme dimension de la condition historique des humains, et insiste sur la dimension technologique de l'usage des archives comme instrument de gouvernance, et la mémoire douloureuse comme facteur de catharsis et de recomposition sociale. La temporalité des archives, de l'accumulation quotidienne au temps social du deuil. Les archives, dans les régimes totalitaires, sont la principale source qui sert à organiser la répression par la mise en ordre de la société, du fichage des victimes avant leur assassinat. La majorité des témoignages des crimes nazis ayant servi lors du tribunal de Nuremberg sont le fait des occupants. En Afrique, les documents de la Direction de la documentation et de sécurité, DDS, du Tchad, ont permis de faire la lumière sur les lieux de torture et des charniers ayant permis de condamner Hissène Habré. Depuis la chute du mur de Berlin et la fin de plusieurs dictatures en Amérique, en Afrique, en Europe et en Asie, les archives ont été fortement mobilisées comme facteurs de catharsis sociale. L'exemple de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation du Togo en 2009 est révélateur de ce besoin. C'est ainsi que les commissions Vérité, initiées un peu partout dans le monde, se servent des archives comme rempart de protection face aux atrocités du passé en exhibant les preuves des violations massives des droits consignés dans les archives des services de répression et de celles conservées par les victimes ou leurs familles. En effet, se réconcilier avec un passé douloureux constitue le premier motif de la mise en place des commissions Vérité. Il y a là une dynamique intéressante entre la société et la façon dont elle dialogue avec son passé. Dans le cadre de la justice transitionnelle, l'accent est mis sur la souffrance des victimes consignées par les archives de la douleur. Il s'agit du recueil des témoignages des victimes et de toutes les traces mémorielles et morales laissées sur les corps de ces derniers.
Ces archives sont convoquées pour briser le silence et mettre en lumière les pratiques que les bourreaux d'hier auraient souhaité garder dans l'ombre. Elles permettent, par la reconnaissance des crimes et torts subis, à panser les plaies et contribuent ainsi à l'apaisement. Le recours aux archives, qu'elles soient de la terreur ou de la douleur, produit un effet boomerang aussi bien sur les institutions qui les conservent que sur les différents acteurs, victimes comme bourreaux. Il y a une sorte de transmutation des archives qui s'opère et celles-ci deviennent une sorte de corps du délit. Cette dimension les projette au cœur d'enjeux politiques et à des volontés contradictoires selon les divers facteurs en présence. Il s'agit de la tentation de la politique d'amnésie des dictateurs qui essaient de les détruire et la nécessité de devoirs de mémoire et de vérité exigés par les victimes et la société civile qui souhaitent les préserver et y accéder. Au Congo, le cas de l'administration coloniale belge nous offre un magnifique exemple d'une politique de l'oubli. Le roi Léopold II, de même que les fonctionnaires belges qui lui ont succédé dans l'administration de la colonie, sont allés aussi loin que possible dans leur travail de destruction des archives et avec elles de celles d'éventuelles preuves pouvant servir à inculper les auteurs des exactions. Le Chili nous offre un autre exemple de l'impossibilité de localiser ou de récupérer les archives des services de renseignement de la dictature. C'est pourquoi, au début du processus de transition dans ce pays, le besoin qui s'est manifesté de connaître la vérité sur la violence politique, les disparitions et les assassinats commis par le règne de Pinochet s'est heurté au terrible obstacle du manque de support documentaire en provenance des organismes officiels. Des historiens poursuivant les recherches sur les génocides du siècle dernier et ceux qui ont cours encore aujourd'hui peuvent se trouver face à l'interdiction, la destruction ou la dissimulation des archives du mal. Des politiques restrictives d'accès ou la dissimulation des archives sont également utilisées comme technique d'imposition de l'oubli. Et même dans les grandes démocraties, des documents considérés comme secrets d'État, secrets défense ou relevant des services secrets demeurent longtemps, sinon à jamais, inaccessibles. Un bilan rapide sur les politiques de la destruction des traces des violences d'État en Afrique est édifiant. Faire taire le passé, la tentation de l'amnésie par la destruction des archives du mal. L'acte d'archiver consiste en une série d'opérations conceptuelles et politiques au moyen desquelles on consigne, on codifie et on nomme le passé en tant que tel. Cet exercice est pour l'essentiel analogue à celui de la production de cartes. Cette carte encadre notre regard sur le passé et détermine les limites spatio-temporelles de l'enquête, de ce qui doit être retenu ou oublié. Cela implique de nommer le passé et de décider des concepts et du corpus interprétatif du récit que l'on souhaite promouvoir ou exclure. En Afrique du Sud, la destruction des documents au cours des dernières années, en Afrique du Sud, donc la destruction des documents au cours des dernières années de l'apartheid a affecté les principaux services de renseignement et devant l'imminence de la transition politique, elle a été menée de façon systématique dans ce pays. Dans le but d'éliminer des preuves susceptibles d'être utilisées à l'encontre des responsables de violation des droits de l'homme. Dans ce processus, tous les documents des organisations de résistance qui avaient été confisqués des années durant la période de l'apartheid par l'État ont été détruits. De nombreux autres documents ont été également éliminés au cours de raids et de bombardements effectués sur les locaux occupés par des organisations anti-apartheid. Les 2 mandats spécifiques de la Commission Vérité et Réconciliation, qui a passé 3 ans à éclairer les sombres cavernes du système de l'apartheid, ont consisté à enquêter sur les destructions de documents ordonnés pour masquer de graves violations des droits de l'homme. La Rhodésie,
l'actuel Zimbabwe, a complètement détruit entre 1989 et 1990 les documents produits par les 4 organismes répressifs spécialisés les plus importants pendant les dernières années du régime. Le service central de renseignement, la division spéciale de la police, les tribunaux spéciaux et la Selous Scots Army. Les enjeux juridiques, historiques et mémoriels que représentent ces archives et les risques qu'elles encourent se posent d'une manière particulière au Togo. Certains acteurs de la gouvernance répressive de Gnassingbé et Yadema étant encore au pouvoir, la sécurisation des archives se pose de manière très délicate. La règle du vetting ou lustration, consistant à interdire l'accès aux charges publiques des personnes ayant été impliquées dans des délits ou des crimes, n'a pas cours au Togo. Les militaires au pouvoir, depuis l'avènement de Yadema, sont les principaux responsables des violences. Pendant les travaux de la commission, un détachement de l'armée avait essayé d'intimider ses membres en remettant en cause les accusations portées contre eux par les populations. C'est grâce à la détermination du président de la commission, Monseigneur Nicomède Barriga, que les travaux ont pu se poursuivre. Après une mise au point avec le président de la République. Des pays comme le Salvador et Guatemala ont décidé de confier les archives des commissions de vérité aux archives de l'ONU à New York pour les préserver d'éventuelles destructions volontaires. Du point de vue des professionnels des archives, la situation requiert une réflexion profonde sur la gestion de ces fonds, en même temps qu'il faut retomber sur les institutions archivistiques une responsabilité énorme. En Ouganda, les membres de la commission d'enquête ont tous été assassinés par la suite. Et dans beaucoup de commissions, les rapports finaux ne sont jamais publiés, ou les archives sont rendues inaccessibles ou détruites. La faiblesse institutionnelle des archives nationales du Togo et l'inexistence d'une réglementation sur les archives publiques a contraint les commissions de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation à ne pas procéder au versement des archives de la Commission aux archives nationales et ont proposé que celles-ci soient conservées dans les locaux du Haut Commissariat des droits de l'homme. Ils ont par ailleurs recommandé les commissaires pour assurer... Ils ont par ailleurs recommandé la création d'un collège de superviseurs dont certains membres sont issus des commissaires pour assurer le suivi de la gestion des archives dans le cadre des travaux de réparation ou d'instruction judiciaire. Une fois ce travail terminé, les archives seront confiées à une institution ad hoc qui aura pour mission d'en assurer la garde. Cette institution favorisera des travaux de recherche sur des thèmes de la citoyenneté, de la paix et des droits de l'homme. La Commission recommande par ailleurs, pour la préservation et la gestion des archives, qu'une loi soit adoptée par l'Assemblée nationale pour la gestion des archives conformément aux normes internationales en la matière. Ainsi, face au vide juridique, la Commission recommande que les archives soient accessibles au public dans un délai de 50 ans, après la fin de l'instruction des dossiers. Elle estime aussi que les blessures nées des violences auront le temps de cicatriser et les passions s'estomper. Au sujet des expériences chiliennes et sud-africaines relatives à la promulgation des lois d'amnistie, certains auteurs estiment que ce procédé est condamnable à 3 points de vue. Il est illusoire car imposant l'oubli par la loi. Il décrète le pardon général et impersonnel, alors que le pardon ne peut être qu'individuel et personnel. Il est amoral, car il est généralement décidé par opportunisme politique. Enfin, il est voué à l'échec, car il donne une nouvelle intensité au débat sur la période politique antérieure à la transition démocratique, alors qu'il faudrait au contraire laisser le temps endormir la douleur. Soigner les blessures du passé par le traitement des mémoires. L'exemple du Togo. La difficulté du traitement du passé dans une perspective de réconciliation nationale est problématique à plusieurs niveaux.
La première difficulté est l'instrumentalisation de la mémoire par la loi qui détermine la période d'investigation et qui caractérise la typologie des violences à considérer. Dans le cas du Togo, le mandat de la commission Vérité, Justice et Réconciliation est limité à la période 1958 à 2005. Il lui était assigné le rôle d'établir la vérité sur les violations graves des droits de l'homme, d'expliquer le contexte historique des violences et de préserver la mémoire afin de garantir les 4 piliers de la justice transitionnelle que sont le droit de savoir, le droit à la justice, le droit à la réparation et la garantie de non-répétition. La mise en œuvre de ces objectifs pose de nombreux défis. La faiblesse de la recherche historique du Togo du point de vue de la période envisagée, mais également de fonder les conclusions essentielles sur les témoignages des victimes sans accéder aux archives des services de la répression, police, prison, armée, etc. La question de l'accès aux dépositions aux chercheurs pour la rédaction de l'histoire de la répression est également une autre difficulté. La Commission conclut dans son rapport remis au chef de l'État que les raisons historiques des crises ayant plongé le Togo dans la spirale des violences et conduit à l'instabilité du pays ont pour cause les dissensions ethniques internes entre le nord et le sud du pays, favorisées par la politique allemande puis exacerbées par la France. Les rapports heurtés avec le Ghana, qui ne voyait pas d'un bon œil l'idéologie Ewe. Et enfin, la part prépondérante de l'irruption de l'armée dans l'histoire des violences politiques au Togo avec l'onction de la France. Les tensions politiques entre 1958 et 1960 n'ont fait que s'aggraver avec l'accession à l'indépendance. C'est ainsi que, juste un an après la célébration de cette dernière, le gouvernement connut plusieurs tentatives de déstabilisation. Pas moins de 3 coups d'État avortés rien qu'au cours de 1961. Le Ghana, qui se méfiait de l'idéologie Ewe, donne gîte et couvert aux opposants du régime. En outre, les projets économiques et les initiatives monétaires du nationaliste Sylvanus Olympio, premier président du Togo de 1961 à 1963, sont autant d'actes d'indélicatesse aux yeux de Paris. Pour Sylvanus Olympio, le développement économique véritable de tout pays exige comme préalable la souveraineté en matière monétaire. Pour y parvenir, il décide de battre hors du carcan français une monnaie qui bénéficierait de la garantie du Deutschmark. C'est dans ce contexte politique tendu, doublé d'une crise économique, qu'un groupe de soldats du rang et de sous-officiers, dont Gnassingbé Eyadema, qui dirigera le pays de 1967 à sa mort en 2005, composé en majorité de démobilisés d'Algérie ou d'anciens d'Indochine, donc demande à être intégré à la compagnie de 150 hommes, constituant l'embryon de l'armée togolaise. Sylvanus Olympio, soucieux de l'équilibre budgétaire, oppose une fin de non-recevoir. Et rétoque aux soldats, je cite, « Tandis que nous luttions pour l'indépendance, vous massacriez les nationalistes algériens. » Fin de citation. C'est un propos qui provient d'un texte publié en 2014 par la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Ces facteurs ont fini par provoquer son assassinat, donc l'assassinat de Sylvanus Olympio, le 13 janvier 1963, lors du coup d'État fomenté par Eyadema, et ouvert l'ère d'une histoire tourmentée dont le Togo cherche encore à sortir. Par ailleurs, le devoir de vérité, si important soit-il, n'est justifié que si le droit de savoir est garanti aux citoyens. Le droit à la mémoire collective n'est possible que si l'intégrité d'une mémoire écrite incluant bien évidemment la répression comme une partie inséparable de l'histoire du Togo est garantie par la préservation des archives et la collecte de la mémoire orale des événements. Le droit à la vérité vise à empêcher de bâtir le passé national sur une histoire édulcorée d'où seraient absents les moments sombres vécus par les composantes de la nation. Pour éviter un tel écueil, une série de mesures ont été proposées pour empêcher la soustraction, la destruction, la dissimulation ou la falsification des archives constituées principalement dans une perspective de thérapie collective. En effet, le rôle de ces archives ne se limite pas à donner
les clés du passé récent du Togo, mais elles sont essentielles pour faire valoir les droits collectifs et individuels. L'efficacité des mesures de réparation et de dédommagement des victimes de la répression et des actions visant à établir les responsabilités, ainsi que celle de toute autre action déterminée par ces processus, seront en grande mesure conditionnées par l'utilisation qui sera faite des documents. Le soutien accordé à leur conservation et le développement des institutions chargées de leur sauvegarde durant la phase qui suit le mandat de la Commission Vérité, Justice, Réconciliation seront des facteurs déterminants dans le processus de consolidation démocratique. Enfin, le pari de la garantie de non-répétition des violences est fondé par l'éducation à la citoyenneté en mettant en place des outils pédagogiques tirés de l'histoire douloureuse du pays. Exemple des lieux de mémoire, les célébrations de la mémoire des victimes, à l'exemple du mémorial du génocide des Tutsis, etc. En guise de conclusion, en tant qu'accumulation des traces mémorielles, les archives sont faites pour soutenir la mémoire. Mais l'archivage est indissociable de la sélection de l'oubli et de la destruction. Nous constatons avec Jacques Derrida que, je cite, « La question des archives n'est pas une question du passé, mais une question de l'avenir. » Fin de citation. Le rôle et la place des archives dans les processus de réconciliation au Togo, en Afrique du Sud ou plus récemment en Côte d'Ivoire, confirment largement cette thèse. Aujourd'hui, la quête généralisée de sens a pour effet un retour vers les identités et les archives. L'histoire et le patrimoine en général constituent des territoires privilégiés de recours. On comprend alors aisément l'intérêt accordé aux archives témoignant des violations des droits de l'homme par les communautés concernées. Les contingences politiques et économiques font que la question des archives témoignant de l'histoire des violations des droits de l'homme demeure au cœur des problématiques actuelles. Nous empruntons à Jacques Le Goff la fameuse assertion qui pourrait être un bréviaire pour tous les acteurs des processus de réconciliation et de reconstruction nationale que, je cite, « La mémoire ne cherche à sauver le passé que pour servir au présent et à l'avenir. Faisons en sorte que la mémoire collective serve à la libération et non à l'asservissement des hommes. » Fin de citation. C'est à ce défi que les programmes de justice transitionnelle essaient de faire face avec l'aide des archivistes et des communautés concernées. Je vous remercie.